Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de géologie dans laquelle on va expliquer la partie droite du grand schéma de notre carnet de réussite première spécialité SVT et dans laquelle on va notamment voir comment l'entrée en subduction d'une plaque lithosphérique froide va permettre la fusion de la péridotite et la production de nouvelles roches de la croûte continentale, ce que l'on appelle l'accrétion continentale. Dans un premier temps, je schématise une plaque lithosphérique continentale avec deux petits reliefs, notamment des volcans. Et vous le voyez, je légende les ensembles, à savoir la croûte continentale, CC. En dessous, le manteau lithosphérique. Et je rappelle, c'est très important qu'une plaque lithosphérique, c'est la croûte plus le manteau lithosphérique. Croûte plus manteau lithosphérique égale plaque. En dessous, on identifie le manteau asténosphérique qui lui est ductile. Il va notamment être composé de la LVZ dans sa partie supérieure qui va permettre le déplacement des plaques. Vous le voyez, j'ai également schématisé par un trait bleu le niveau de l'océan. Et je schématise maintenant le fond de l'océan en vert. Et je vais ici commencer par former la croûte océanique. Et vous allez le voir, je vais faire quelque chose d'assez particulier. Je vais la prolonger en bleu, vous allez voir pourquoi juste après, et je ne m'arrête pas à ce changement de couleur puisque je vais ensuite la prolonger en rouge. J'ai donc ici schématisé la croûte océanique, mais la croûte océanique n'existe jamais seule puisqu'elle forme un ensemble fonctionnel qui est la lithosphère océanique, et il y a donc juste en dessous le manteau lithosphérique. Je le fais qui devient de plus en plus épais puisqu'on l'a déjà vu avec la vidéo dorsale. Le manteau lithosphérique va s'épaissir puisque la plaque se refroidit. Il y a bien sûr, en dessous de la lithosphère océanique, comme pour la lithosphère continentale, le manteau asténosphérique. Je légende maintenant les différentes limites entre ces ensembles. Vous le savez, la croûte est séparée du manteau lithosphérique par le mot ou discontinuité de Mohorovičić, et le manteau lithosphérique est séparé du manteau asténosphérique par l'isotherme 1300 degrés. Alors, on a donc deux plaques en présence, la plaque lithosphérique océanique à gauche et la plaque continentale à droite. Ces deux plaques se rapprochent l'une de l'autre, il y a donc convergence. Or, la plaque lithosphérique océanique est plus dense, plus lourde que la plaque continentale, elle va donc plonger, c'est-à-dire entrer en subduction, et ça se matérialise en surface par la création d'une fosse océanique, comme la fosse des Mariannes par exemple. Je fais donc une double flèche qui montre le mouvement de la plaque lithosphérique océanique. Alors l'entrée en subduction va générer un changement de pression. Et il y aura donc des transformations des roches à l'état solide, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme. Et il s'agira d'un métamorphisme de subduction qui est déclenché par cette augmentation de pression sans augmentation de température. On parlera de métamorphisme haute pression, basse température. Alors on a déjà vu que les gabbros de la croûte océanique vont se transformer grâce à l'apport d'eau. C'est ce qu'on a appelé le métamorphisme hydrothermal. Et on forme alors des métagabbros à chlorite et actinote. On parle aussi de roches du faciès schiste vert. Leur densité est de l'ordre de 3,1. Alors je vais les schématiser par des petits traits, des petites hachures, et vous le voyez, ils sont plutôt présents en surface. Néanmoins, avec l'augmentation de pression qui est liée à la subduction, ces schistes verts vont se transformer en autres roches, les métagabbros à glaucophane. Et bien sûr, on parlera de faciès schiste bleu, puisque la glaucophane est une amphibole de couleur bleutée, et la roche va avoir une couleur bleutée. Je les schématise ici par des hachures bleues, et je rappelle que leur densité est de l'ordre de 3,4. Enfin, quand l'augmentation de pression est vraiment très importante, on va former des roches qu'on appelle les éclogites. C'est ce qu'on appelle le faciès éclogitique. Leur densité est de l'ordre de 3,5. Alors si on les met en rouge, c'est notamment parce qu'il y a du grenat, un minéral qui est rouge rosé. Alors ce qui est important dans la transformation de ces roches, c'est qu'elles vont libérer de l'eau. Les schistes verts se sont hydratés, mais les schistes bleus et les éclogites se déshydratent et du coup on apporte de l'eau
au niveau du manteau. Et vous le voyez, comme la plaque est froide, le manteau asténosphérique, il est un petit peu incurvé ici, ça forme ce qu'on appelle un coin de manteau. On va donc libérer de l'eau dans le manteau lithosphérique et le manteau asténosphérique qui est situé juste à côté. C'est ça qui va permettre la fusion. Alors j'explique pas pour l'instant les détails parce qu'on va être obligé d'argumenter cette fusion en étudiant par un diagramme pression-température les conditions de fusion. Dans ce diagramme, je le rappelle, on étudie l'état de la péridotite en fonction de la pression, gigapascal, ou de la profondeur en kilomètres, mais aussi de la température. C'est pas donc l'un en fonction de l'autre, c'est les états de la péridotite en fonction de ces deux paramètres. Et on va tracer le solidus, c'est la droite qui sépare ce qui est solide de ce qui commence à fondre, c'est-à-dire solide plus liquide. Et ce solidus, c'est le solidus anhydre, c'est-à-dire sans eau. On dit aussi solidus sec, entre guillemets. Si on étudie le contexte de subduction et le profil des températures en fonction de la profondeur, ce qu'on appelle le géotherme, eh bien le géotherme de subduction, on le voit, il est assez faible en température. Oui, c'est une plaque froide qui plonge et donc il ne croise pas le solidus anhydre. Sauf que si on hydrate la péridotite, on a alors un solidus hydraté. Et ce n'est plus le même. Et on le voit bien ici, en fait, le solidus hydraté, il va être incurvé vers la gauche, c'est-à-dire que l'hydratation diminue la température de fusion. Et en conséquence, même avec un géotherme de subduction avec des températures faibles, la fusion est alors possible. C'est une fusion partielle, puisqu'il y a encore solide plus liquide à droite, et c'est une fusion partielle hydratée, parce qu'on a ajouté de l'eau et qu'on a incurvé le solidus pour former ce solidus hydraté. Il y a donc fusion partielle hydratée de la péridotite. Elle a lieu à l'interface entre le manteau lithosphérique et le manteau asténosphérique, aux alentours de l'isotherme 1300 degrés. Et je schématise donc en rouge des gouttelettes de roches en fusion. C'est ce qu'on appelle le magma. Magma, c'est des roches en fusion, de la roche fondue. Alors, dans notre point 5 du schéma, il y a bien sûr cette formation de magma, mais aussi sa remontée vers la surface, puisque dès lors qu'on aura ce comportement liquide, les gouttelettes vont avoir tendance à remonter vers la surface, et elles vont avoir tendance à s'accumuler à la base de la croûte continentale, et cela va former une poche très importante de magma, c'est ce qu'on appellera la chambre magmatique. Cette chambre magmatique, elle va être plus ou moins remplie en fonction de ce qui arrive d'en dessous, de la fusion, qui peut être plus ou moins forte, mais aussi de la remontée du magma vers la surface. Cette remontée du magma vers la surface va permettre sa cristallisation, puisque la température va diminuer, mais aussi, on le verra en point 7, la formation de nombreuses roches. Alors, lorsque le magma remonte vers la surface, cela va former des volcans et des roches volcaniques, des roches magmatiques volcaniques. Alors le volcanisme de subduction, il est extrêmement explosif. Pourquoi ? Parce que le taux de silice des roches est très fort, de l'ordre de 60 à 75%. Ça rend le magma pâteux, épais, visqueux, et quand il arrive en surface, ça explose. Alors les roches qui vont arriver en surface sont les roches magmatiques volcaniques. Et on va voir qu'il n'y a pas seulement que ces roches qui sont formées, puisqu'il y aura une diversité de roches de la croûte continentale. On aura en surface les roches volcaniques. On parle de roches magmatiques volcaniques. Elles se forment en surface, donc le refroidissement est brutal. Les roches produites sont notamment les rhyolites, une roche qui est très blanche à grise. En profondeur, par contre, le magma va pouvoir rester bloqué, entre guillemets, et va former cette fois-ci des roches plutoniques dont le refroidissement est lent avec des gros cristaux, et c'est notamment le granit. On a donc, grâce à la fusion partielle hydratée de la péridotite, formation d'un magma qui produit des roches volcaniques et plutoniques, les rhyolites et les granites, qui permettent de former de nouvelles roches de la croûte continentale. C'est ce qu'on appelle l'accrétion continentale. J'en ai terminé avec ce schéma, j'espère que vous avez tout compris.
Je vous demanderai de tenter de le refaire plusieurs fois. Il faut vous entraîner, il faut le faire par vous-même pour bien comprendre. Courage et bonne journée à tous. À très bientôt parmi nous.